hits a running three-pointer. They call them Los Chicos de Oro for nothing. The best team in European basketball for the first time in their history. Salut l'équipe, on se retrouve à Berlin devant la Mercedes-Benz Arena avec Erwan, puisque nous allons suivre ici à Berlin, je le disais, la suite de l'Eurobasket. On a vécu une première journée extraordinaire, Erwan. On a vécu une première journée où on a eu très peur. On a vécu un match exceptionnel de cette équipe de France. Heureusement, ça s'est bien fini. On va en débattre évidemment dans cette vidéo. Mais que la journée fut riche en événements. Ça a commencé très tôt pour nous avec un avion à 8h55, une arrivée pour midi au stade. Et on a croisé pas mal de fans. Des Turcs, des Français juste à l'instant. Et tout ce qui prédomine, c'est qu'on a vécu honnêtement un match historique aujourd'hui, Erwan. Ça a été un match historique par son scénario. Pas par le contenu, clairement pas par le contenu. Mais oui, parce qu'on s'est vu perdre à un moment donné. On s'est dit que l'Euro des Français était terminé. À peine First Team arrivé, l'Euro des Français se terminait. Et honnêtement, on l'avait mauvaise. On l'avait mauvaise parce que sur la manière, on aurait été extrêmement frustré de perdre ce match qui, je le pense encore, était à notre portée et on aurait dû se faciliter beaucoup plus la tâche. Alors le scénario, la victoire fait que on en sort heureux en ayant la sensation d'avoir vécu quelque chose de fantastique et c'est le cas. Mais n'oublions pas qu'on joue au basket et sur le basket, on a eu beaucoup de défaillances aujourd'hui. De toute façon, on va prendre le temps de parler de ce match-là. On est avec vous sur YouTube. Vous nous donnez vos avis, vos tops, vos flops. On a demandé à chacun d'entre vous sur Twitter ce que vous en avez pensé. On va prendre le temps de parler de chacun des joueurs, des moments aussi importants de ce match-là. On va aussi parler de nos premiers pas dans cette magnifique Mercedes-Benz Arena qui est fantastique. Je vous rappelle juste qu'on est juste après le match de la Slovénie contre la Belgique, donc on n'a pas encore les résultats du soir. On va se contenter de parler vite fait de Luka dans un petit instant, mais surtout de l'équipe de France. Et je voulais d'abord avoir ton ressenti sur cette fin de match, puisque à un moment donné, les Turcs ont carrément célébré avec le public. Finalement, on se retrouve à s'en sortir et je sais que toi, comme moi, comme Polo et comme Jérém, on s'est vu perdre ce match. Bien sûr qu'on s'est vu perdre ce match et tout le monde s'est vu perdre ce match. On échangeait sur WhatsApp, sur les groupes et puis même le body language des Français n'a pas été bon et eux aussi ont abdiqué et ça c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel il va falloir travailler, regarder la vidéo, mais c'est vrai qu'à un moment donné quand Timothée est sanctionné encore une fois très injustement d'une faute antisportive alors qu'il n'y a que ça à faire à ce moment-là du match et que Osman a 2 lancers francs et que derrière les Turcs ont la possession, on se dit que c'est terminé. Surtout les Turcs, hein. Surtout les Turcs. Terminé, nous on était au milieu de certains Turcs et ils nous hurlaient dans les oreilles. Polo était tout rouge, on avait bien le seum, mais c'est vrai que quelque part il y a 19% de chance qu'en général des matchs comme ça, c'est terminé. D'ailleurs, Vincent Collet, après le match, a dit que c'était peut-être le match le plus incroyable qu'il ait vécu avec l'équipe de France. Ataman, le coach de la Turquie aussi, a dit la même chose. En 26 ans de carrière en sélection, 26 ans de carrière de coach même, et il n'avait jamais vécu un scénario comme ça. Sauf une fois en 2019, on se souvient que les Turcs, ils ont 2 lancers. Balba, il y a 2 lancers contre Timothée, il fait 0 sur 2 et on connaît la suite. C'est ce qu'il a dit après le match. C'est ce qu'il a dit. Et l'émotion suscitée par les 2 équipes, par le match, au sein des supporters, par le scénario à chacun d'entre nous, je pense qu'on a de la chance finalement. Alors c'est ma question, est-ce que tu penses qu'il y a de la réussite là-dedans ou est-ce que c'est aussi une réaction à l'orgueil de l'équipe de France qui nous a fait passer? Merci. Il est content lui aussi. C'est les aléas d'être en live et c'est génial de faire ça. On a de la chance, on a su la provoquer parce qu'au bout d'un moment l'interception et les 2 interceptions cruciales qu'on fait, c'est donc sur la fin, sur cette remise en jeu des Turcs où on met une pression, Evan gagne le ballon et on arrive à aller accrocher cette prolongation. Et puis la super défense d'Amatembaye sur Korkmaz à la fin, on a su provoquer cette réussite. Dans la fin de match, donc oui on a de la chance, mais la chance elle se provoque, elle nous est pas tombée non plus comme ça. Après oui, c'est dit Osman fait 0 sur 2 au lancer franc, un joueur référencé NBA en Europe. 2 briques, hein. Il met 2 énormes briques, ouais. Il fait pas 2 gamelles à la Karl Malone en 97. Hein. Il y a un joueur qui va beaucoup ressortir, c'est peut-être le top de ce match-là, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert sur la claquette après le petit tir drop un peu court d'Evan, la domination de Rudy Gobert sur la fin du match, sur le money time et aussi sur la prolongation. Il finit à 20 points, 17 rebonds, il a été franchement énorme. Des 2 côtés du terrain. On le voit peut-être pas, et je sais que les gens sont parfois durs avec Rudy, mais offensivement, oui, il apporte au rebond offensif, il n'y a personne pour le contrôler. Il y a cette claquette clutchissime. Avec la faute, non sifflée, mais il y a clairement faute. Il y a ces fautes aussi qui provoquent en prolongation, qui font énormément de bien. Et puis défensivement, ils donnent plus un lay-up. Les Turcs ne mettent plus un lay-up en prolongation. Et c'est pas un hasard, c'est que Rudy, il est sanctionné parfois sur des 3 points, mais ça, il peut pas tout faire. Mais dans le contrôle, dès que les Turcs ont voulu se rapprocher parce qu'ils étaient moins adroits et se rapprocher du cercle pour les mettre des lay-up ou des petits tirs, il a tout contesté. Il a été monstrueux, clairement son meilleur match de l'Euro. C'est clairement l'homme du match. On va revenir tranquillement en arrière. On va reparler du début du match.
rapidement la première mi-temps. Déjà le 5 majeur, c'est Andrew LBC, Terry Tarpey, Evan Fournier, Gershon Yabusele qui revenaient. Il y a eu une petite incertitude sur Gershon après le dernier match. Et Rudy Gobert qui débute le match. 5 classiques, même si parfois on a vu Okobo commencer par voie Thomas Hurtel. Il a commencé avec Andrew LBC pour mettre justement le rythme en défense. Il aime bien s'appuyer sur les débuts de match avec Andrew. Andrew met le là défensif, il l'a bien fait. Et d'ailleurs, les Français font une super entame. 7-0. On les éteint complètement défensivement. Ils sont très maladroits, ils jouent très mal, les Turcs, sur cette entame de match. Et de manière générale, sur cette première mi-temps, ils sont complètement à l'envers. Et les Français sont bien dans leur basket sur cette entame. On appuie là où ça fait mal. Et Gershon, lui, en attaque. On arrive à le trouver, on arrive à mettre la balle intérieure. Mousfal vient au relais de Rudy. On est déjà un petit peu sanctionné par les fautes, mais on est plutôt bien dans notre basket des deux côtés du terrain. On est dans ce qu'on avait dit dans la preview, Thomas. On est dans le combat physique, on leur rentre dans la gueule et ça leur plaît pas. C'est très cool que tu parles de la preview qu'on a faite hier en direct sur Twitch et ensuite sur YouTube. C'est que les clés du match qu'on a cité hier, on va retrouver ces moments forts. Donc l'entame du match, c'était quelque chose d'important. On commence quand même avec un 13-4, on est bien en jambes. Le fait qu'on impose le côté physique, la défense, Korkmaz ne voit pas le jour, Cedi Osman est cata sur le début du match, c'est exactement ce qu'on voulait de notre équipe de France. On avait bien ciblé les clés, j'ai envie de te dire. Ouais, on avait ciblé les clés défensivement, on est maître au rebond. Ça nous donne du jeu rapide, on les punit sur du jeu rapide. Et puis sur les attaques posées, je trouve qu'on est plutôt bien inspiré, on cible bien ce jeu pick and roll. Sartak Sandli est un défenseur médiocre et on lui fait début de match dramatique. Ouais, et on les punit, même avec Segoun, on les punit sur du pick and roll central où on va trouver Rudy, on va trouver Mousfal et puis on a des situations aussi. Et puis on a un Gershon qui est quand même survole ce début de match près du cercle. On a ce tir là, le step back à droite là, il est dans le deuxième quart-temps, ligne de fond, ouais. C'est lui qui met le premier tir à 3 points aussi. On a un très bon Gershon. On est bien dans cette première mi-temps, mais il n'empêche qu'on finit quand même le deuxième quart-temps un peu sur la jante et on commence à balbutier notre basket. Et les Turcs reviennent, finissent à 7 points. Et malgré la bonne première mi-temps, moi je me dis mais merde, on doit être à plus 20 cette mi-temps-là et j'ai un petit goût amer. Tout à fait, fin du premier quart-temps, 18-11, fin de la mi-temps, on allait très vite dans cette fin de deuxième quart-temps puisqu'on mène de plus 10, on est plutôt tranquille. On plus 14, plus 15. Plus 14 absolument, et puis il y a ces 2 dernières minutes là, la gestion des temps faibles de l'équipe de France. C'était la 3e clé pour notre équipe dont on a cité voilà, toutes les qualités physiques, l'entame de match. Les temps faibles ont été très mal gérés. D'abord sur ce moment-là où tu as raison, ils reviennent à 7 points, 40-33. Et puis surtout, dans ce 3e quart-temps, mais un des 3e quart-temps les plus irréalistes qu'on ait vu. On se souvient d'un 15-16-0 en Bosnie. Déjà, on en a beaucoup parlé de ce trou d'air, de ces moments difficiles. Alors là, le 19-0, franchement, il est inexplicable. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Clairement pas. Clairement pas. Ce 3e quart-temps, on parlait de trou d'air, mais c'est même plus un trou d'air. Là, il n'y a pas eu sur tout ce qu'a tenté Vincent sur ce 3e quart-temps. Et là, pour le coup, je trouve qu'il tente beaucoup trop de choses à un moment donné. Je pense que quand on prend un feu comme on prend dans ce 3e quart-temps, il faut peut-être réduire la rotation, aller remettre les titulaires, en tout cas face à leurs responsabilités. Là, on a vu quand même un passage du banc, notamment Eli Okobo qui a un passage très compliqué. Mousfal est sur le terrain aussi. TLC est sur le terrain à ce moment-là, même si lui fera plutôt un bon match dans l'ensemble. On a un 5 majeur, on a un 5 sur le terrain où il y a beaucoup de cadres sur le banc. Mais de manière générale, sur ces 10 minutes-là, il n'y a pas un mec qui va tirer l'équipe de France vers le haut. On va s'empaler dans des lay-ups, rater des choses, réclamer des fautes, ne plus défendre, donner des ballons aux Turcs de contre-attaque, donner de la confiance aux Turcs. Et Tounser, qui lui va trouver de l'adresse, va nous faire extrêmement mal. Et cette équipe de France-là va baisser la tête. Moi, quand j'entends le discours d'Evan après la Hongrie où il dit on n'est pas ça, on n'est pas cette équipe-là, c'est pas notre ADN, on doit lever la tête. Là, il y a tout le monde qui baisse la tête et le body language à ce moment-là, il est dramatique. On se dit, mais c'est pas possible. Comment peut y avoir une coupure de courant aussi énorme et qui dure tout un quart-temps? On passe quand même d'un dunk fantastique de Terry Tarpey qui sur une action se fait contrer sur la planche par Korkmaz. Action après, fait interception, il va mettre un énorme dunk en contre-attaque. Là, on célèbre. À ce moment-là, on a 49-38. 49-38. Je vous disais qu'on avait pris un 19-0. Bah oui, puisque de 49-38, on passe à 49-57 pour la Turquie. 19-0, incapable de mettre un panier. On a des tirs ouverts, on met des briques, on est plus dominant à l'intérieur. J'aurais aimé que Mousfal soit servi sur le post-up. Il a été si bon ces derniers temps et on sait combien il est important dans cet aspect du jeu. Si Mousfal est sur le terrain et qu'on lui donne pas la balle, ça sert à rien de Mousfal aussi. Ce qui me gêne, c'est raison, c'est que Mousfal, on l'a vu, mais il a la balle beaucoup trop loin du cercle. Et Mousfal, avec ses 2-18, on le veut près du cercle, ça c'est une certitude. Ce qui me gêne dans cet énorme trou d'air, c'est qu'on n'a pas eu un système, une forme de jeu sur laquelle on peut s'appuyer, où on veut mettre la balle, où on sait que ça va nous apporter une faute pour aller sur la ligne ou un tir ouvert. Et ça dure 10 minutes. On n'a pas une séquence où on essaye de quelque chose de posé.
on voit flou, on est dans un trou noir, on fait que courir comme des poulets sans tête, on va s'empaler sur le repli turc. Et il n'y a pas une fois où on met la main sous la balle et on se dit, on va calmer, on va jouer cette situation parce qu'on sait que là-dessus, on va avoir un tir, une situation claire. On fait 10 minutes quasiment sans une situation claire. Et ça m'inquiète énormément, même pour la suite. Le trou d'air, la gestion des temps faibles, c'est le gros truc. Les ballons perdus. Il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, nous, on était au milieu des supporters turcs. Et là, on a vécu un moment, franchement, mais alors, fantastique de sport. Merci. Merci, ça c'est bien travaillé. Mais on avait la haine parce que derrière, ça criait. Ils étaient clairement en folie, ils étaient sur un nuage. Et nous, on était là. Tu peux plus rien faire à part avoir malheureusement être très énervé contre tes joueurs, ne pas comprendre ce qui se passe, etc. C'est un moment dont on va se souvenir longtemps, ça. Bon, ça fait partie de la beauté du sport. À la fin, on s'est serré la main, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait des mecs qui nous hurlaient dans les oreilles Turquie. Et puis tu vois ton équipe qui n'arrive plus à mettre un panier sur chaque échec de l'équipe de France. On vous raconte ça parce que c'est bien de vous raconter un petit peu comment on le vit dans la salle. Et sur chaque échec, les mecs célèbrent. Et Dieu sait que dans le troisième quart-temps, des échecs, il y en a eu. J'ai cru qu'on allait perdre Polo, mais finalement. Polo m'a régalé. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais ce quart-temps, ça a été un supplice pour l'équipe de France, mais pour ses supporters qui regardaient cette équipe en disant, mais messieurs, qu'est-ce qui se passe? Troisième carton, donc difficile. On s'arrête là. Vincent Collet repart avec le même 5 qu'à la fin du troisième carton. Finalement, Rudy Gobert va entrer en jeu. Enfin, une fin de série, j'ai envie de te dire. TLC va mettre un lay-up. Derrière, il y a une passe de Gobert, un high-low pour Amat Mbaye. 4 points d'affilée. On met encore derrière un 3 points. Je l'ai noté, je vais le retrouver. Qui a mis un 3 points Amat Mbaye dans le corner. Très derrière, bon. Sanli met un tir à 3 points. Evan met un tir à 3 points. Il y a une espèce d'enchaînement de choses comme ça où on sent que le niveau commence à augmenter aussi. Le match s'emballe. Les Français retrouvent un petit peu d'adresse. Mais encore une fois, on ne maîtrise plus rien. Honnêtement, on n'est pas dans la maîtrise. C'est une pièce en l'air. Il y a de l'orgueil, on retrouve de l'adresse, tu l'as dit, avec Amat Mbaye qui a été très bon ce soir, avec Evan Fournier qui met ce tir en tête de raquette derrière un pick and roll. Mais on est sur de l'instinct. On n'assoit plus rien, on ne contrôle plus le rythme du match. Et quelque part, c'est un peu pièce en l'air. Il y a supporter lituanien derrière. Ah oui. Et quelque part, on est pièce en l'air. Et c'est vrai que la pièce en l'air, elle va tomber du bon côté. Mais on n'est pas dans la maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise, même à ce moment-là. Il y a dans la suite du match cette passe mémorable d'Evan dans les tribunes. Là, on était vraiment, on se demandait ce qui se passait. Evan Fournier, globalement, va manquer son match. Passe à côté de son match. Manquer aussi cette fin de match où on l'attend, on a besoin de lui. Il y a un homme, par contre, qu'on va voir beaucoup pour des mauvais choix en premier quart-temps et parfois aussi dans les money time, mais qui a fait aussi de la magie sur pick and roll en trouvant Rudy Gobert, c'est Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, il fait un match à l'image de ce qu'on peut imaginer des fois de Thomas Hurtel. Les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. Fantastique par moment. Il te fait du bien par moment quand il s'arrête en contre-attaque, il prend ce tir à 3 points. C'est du Thomas Hurtel, c'est ce dont a besoin l'équipe de France. Mais des fois, dans la gestion, dans le tempo, il a perdu des ballons. La perte de balles. Tu sais, grossière là, à toute fin, elle fait mal. Donc on a vu un Thomas Hurtel en dents de scie, mais je reste persuadé, et je te le dis depuis le début de la compétition, on a besoin que de donner les rênes à Thomas. Pour toi, ils l'ont pas donné à Thomas, franchement. Sur pick and roll, on n'avait plus que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de passer par ça. C'est par lui que ça doit passer à côté des vannes dans la création. Il n'y a que lui qui a ce jeu de création. Eli, aujourd'hui, il n'était clairement pas dedans, et je suis curieux de voir la suite de sa compétition parce qu'il est resté sur un bon match face à la Slovénie. Mais c'est à Thomas, il faut que. Oui, il y a eu des erreurs, des erreurs qui ont fait très mal à cette équipe de France et qui auraient pu coûter très cher. Il n'empêche que c'est par lui aussi qui nous amène de la lecture sur pick and roll, qui va trouver Rudy, qui va trouver des passes dans le corner pour Amat Mbaye aussi. Voilà, aujourd'hui, il faut que ça passe par Thomas, il faut accepter les bons et les mauvais côtés de Thomas avec ça. Absolument. En tout cas, on arrive dans cette fin de match et là. La faute d'Evan, encore je reviens là-dessus, mais cette faute à 3 points là. Nous en direct on pensait qu'il n'y avait rien du tout. Il glisse, il revient. En fait quand tu vois le ralenti, il le chope un peu, c'est inexplicable. En fait il essaie d'attraper son short, il doit attraper un peu le short. Sur un corner, alors c'est pas le bon sport. Même si la faute est minime, ils vont les revoir, ils voient qu'on touche, ils voient qu'il touche. Ça prouve qu'il était dans un. Il n'était pas non plus, voilà, il est pas dans. On sait qu'Evan est un mec qui plutôt contrôle ses émotions. Là il est dans un. C'est déjà l'urgence, on est dans une urgence et tout est urgence, même les moindres défenses. Et cette faute-là, elle est bête, mais il le sait lui-même. Absolument, ça c'est clair. En tout cas, il mettra un petit lay-up sur la fin qui nous fera du bien au forceps. On repassera devant. Korkmaz mettra des gros tirs. Il y aura encore un mano à mano. Korkmaz, il met que 2 tirs à 3 points, mais il en met 2 d'affilée dans la prolongation qui leur permet de rester en vie. Et puis Evan, mine de rien, quand on n'est pas dans la pénalité, qu'on est à 4. Les Turcs sont déjà dans la pénalité que nous, on n'est qu'à une faute provoquée. Evan va provoquer 3 fautes d'affilée, ce qui va nous permettre. Change la fin de match aussi. Qui va nous permettre d'aller dans la pénalité, et ça change la fin de match.
Donc c'est pas le plus, c'est pas bling bling, mais c'était tellement important qu'Evan provoque ces fautes là. Rudy rattrape quelques lancers francs. Finalement, vous connaissez le scénario du match, vous l'avez vécu comme nous. Ça se joue à rien, cette prolongation est irrespirable. Mais on a quand même la sensation qu'on est meilleur dans la prolongation. Le match pour moi était perdu dans la fin du 4e quart-temps, à 12 secondes. Les fameux Sedi Osman et tout ça. Mais dans la prolongation, on a vraiment célébré sur la fin de match des trucs que vous pouvez retrouver d'ailleurs, des images que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Mais je sais pas ce que tu as eu comme sensation, mais pour moi, c'était fini quoi. Tu vois, on avait repris l'ascendant de pas terminer le match côté turc. Derrière, tu allais le payer quoi. On est à plus 7, il reste 1 minute 20 et pourtant on gagne que d'un point. Et ils ont le ballon, ils ont le ballon de la gagne, Tom. Ils ont 2 ballons de la gagne. Ils ont 2 ballons de la gagne. Mais là, Korkmaz a le ballon de la gagne. Sur le lancer raté de Rudy, ça permet à la Turquie de ne pas prendre temps mort. Donc, et c'est jamais simple, sauf quand tu as Steph Curry, c'est ce que tu disais. Mais là, Korkmaz, il part en dribble. C'est pas son métier après de partir en dribble et de, comme ça, tout terrain et de créer. Énorme défense d'Amatembaye. Et derrière, Tarpé va gagner ce ballon-là. Il va faire un lay-up parce qu'il n'a plus les jambes pour aller dunker. C'est marrant. C'est surtout la fin. On gagne que d'un point alors qu'on est à plus 7 quand même. Ça a été compliqué, ça a été dur. On va retenir la victoire, on va retenir la réaction. L'orgueil. Parce que revenir quand un match est perdu, c'est pas rien, c'est pas que de la chance. Mais il va falloir que ces Français-là quand même gagnent en contrôle, vraiment. On est un peu béni des dieux, tant mieux. Des fois dans une compétition, il faut ça. Mais il va falloir quand même amener beaucoup plus de contrôle. Et les pertes de balles, Thomas, on perd encore 21 ballons. Vincent Collet a poussé une énorme gueulante encore en conférence de presse. On ne peut rien espérer à haut niveau. En perdant 21 ballons dans des matchs comme ça. On s'est fié à ce que vous nous avez dit sur Twitter. On s'est fié aussi à ce qu'on a tous ressenti pendant ce match. Voici nos tops. D'abord nos tops. Dans nos tops, on a évidemment Rudy Gobert. On l'a dit, c'est l'homme du match. 20 points, 17 rebonds. C'est la meilleure marque au rebond dans l'histoire de l'équipe de France. Bon, 16 rebonds, c'était déjà Rudy Gobert qui l'avait fait contre Team USA en 2019. Par 2 fois, ouais. Par 2 fois, absolument. Rudy Gobert continue de s'inscrire dans l'histoire de l'équipe de France. Franchement, il a été monstrueux. J'ai jamais senti Rudy aussi grand qu'aujourd'hui. Grand par la taille, il aura fait mal. L'aspect physique. Il aura fait vraiment mal. On sait que Sartak Sanli prend 5 fautes. Et Rudy aussi, il est fort. Mais il gère aussi une situation qui est jamais simple pour un pivot. C'est qu'il a 4 fautes. Et là-dessus, il est malin, il est intelligent. Et pourtant, il y a des switches. Il doit défendre sur des petits qui l'emmènent sur le drive, qui leur empêchent de prendre des tirs aussi à 3 points sur les moments clés. Et il gère sa manière de ses fautes à la perfection. Il va au rebond offensif, là où tu es souvent sanctionné. Et il a été extrêmement précieux dans la fin de match. Il était à 4 fautes à 5 minutes de la fin. Ouais. Vincent Collet ne le sort pas. Et finalement, il finit le match. Donc c'est la preuve que Rudy a été d'une concentration à toute épreuve. Ensuite, on enchaîne avec Amatembaye. Amatembaye joue pratiquement toute la deuxième mi-temps. Alors, on va revenir là-dessus. Gershon Yabusele n'a pas joué, très peu joué dans le 3e quart-temps, n'a pas du tout joué dans le 4e quart-temps, n'a pas du tout joué dans la prolongation. Apparemment, Gershon Yabusele n'a pas de blessure. Ce serait un choix de coach, Sherwan. C'est un choix du coach. C'est un choix du coach en deuxième mi-temps. Que Gershon, c'est vrai qu'il fait une entame de 3e quart-temps à l'image de l'équipe qui est complètement à l'envers. Il a 2-3 situations, il les joue mal. Et derrière, il met Amat, ça marche bien. Il insiste et il continue avec Amat. Il est sur le terrain aussi quand il y a 19-0. En tout cas, il fait ce choix-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la fin du match, on se disait, mais ok, peut-être que Gershon est encore blessé à sa cuisse, qu'ils ne veulent pas prendre de risques ou qu'il ne peut pas jouer. Alors que je trouvais ça surprenant parce qu'il a fait quand même une première mi-temps de très haut niveau. Mais en tout cas, choix fort de Vincent Collet. Et l'info, c'est que Gershon n'est pas blessé. Et c'est un choix de Vincent Collet de mettre Amatembaye quasiment sur toute la fin de match. Choix fort, je regarde Amatembaye finit à 9 points. Il met 3 points, 1 sur 5 à 3 points, mais dans le corner, vachement important dans un moment où il était il défend, dans le jeu, il met des vraies défenses. Il met des énormes défenses. Bon, en tout cas, c'est un choix de coach, on pourra revenir là-dessus. Le troisième truc, c'est évidemment, le troisième top, c'est évidemment la gagne. On a gagné ce match et en ça, c'est un top extraordinaire. Voilà, ne crachons pas dans la soupe. On a analysé, il y a eu plein de manquements dans le basket aujourd'hui sur l'équipe de France, mais au bout d'un moment, quand on est dans un match éliminatoire d'un Euro ou d'une compétition internationale, il faut gagner, il faut passer un tour. Et c'est ce que l'équipe de France a su faire aujourd'hui. Ça a été bien plus compliqué que prévu. Ils ont voulu se faire peur et ils ont fait peur à tout le monde. Mais à la fin, on gagne et on va aller en quart de finale rencontrer le vainqueur de Serbie-Italie. Et c'est l'essentiel. Donc oui, c'est un top d'avoir gagné ce match. Tout à fait. On est d'accord. Et vu l'émotion qu'on a vécue tous ensemble, ça aussi, c'est un gros top. On aurait pu parler du match, du scénario du match pour tous ceux qui ont regardé devant la télé à midi. On a tous vu vos messages. Et pour nous dans la salle, que ce soit les Turcs ou les Français, ça a été un moment incroyable. Passons au flop, tout de suite, évidemment, on est obligé de parler d'Evan Fournier. Evan finit à 13 points, 5 sur 13 au tir, 6 rebonds, 3 passes, 3 fautes, 4 pertes de balles. Et surtout une fin de match manquée, malgré un lay-up important à un moment donné, il rate sa fin de match. Ouais. Il rate son match, pour moi, il rate son match, on en a parlé avec des observateurs. Voilà, ça arrive, Evan est passé complètement à côté, il marche 2 fois sur la ligne dans des moments importants.
Ça, bon, ça peut arriver, mais pas à Ivan et pas à ce moment-là. Je l'ai trouvé défensivement pas très impliqué. Sur des moments importants, il manque d'adresse. Et puis, on retrouve le Evan qui se retrouve initiateur d'attaque très tôt. Et ça j'ai l'impression que depuis le début de l'Euro, c'est pas ce qui marche. On le répète souvent, c'est que Evan n'est jamais aussi bon que quand on fait bosser la défense une dizaine de secondes et qu'on va le trouver là sur des remontées, sur du drive, sur attraper, jouer. Voilà. Quand il prend des pick and roll, quand il remonte la balle très tôt dans l'attaque, il n'est pas à l'aise, il est défendu, il prend des pressions, sur son dribble c'est un peu compliqué. Voilà, Evan est passé au travers. Voilà. Et il y a un autre match pour prouver qu'on gagne quand même. Voilà. On gagne quand même. Tout à fait, ça c'est la grosse info. On a discuté avec son agent qui disait mais si Evan fait un bon match, l'équipe de France a toutes ses chances contre le vainqueur de Serbie-Italie. Dans le deuxième top, ce troisième quart-temps, c'est ce temps faible. On en a beaucoup parlé, donc je vais mettre ça en adéquation avec un top. Celui de Bugran Tuncer, qui a été extraordinaire. Tuncer, qui a été extraordinaire de ce match. Il met 6-3 points et c'est lui qui ramène et qui nous fait du mal. Dans le flop, j'aimerais aussi ajouter la défense sur lui. Il a eu énormément de tirs à lui, c'est-à-dire que il saute pas très haut, c'est pas des sorties d'écran fade away, c'est des trucs en tête de raquette où il se balade, il prend son rythme un peu à la Luka entre deux guillemets, c'est-à-dire qu'il faut aller dans ses jambes si on veut le contrarier, on l'a pas assez contrarié. Alors pour ceux qui suivent l'Euroleague, c'est pas n'importe qui. Tuncer, moi j'ai cru qu'il allait vraiment nous tuer et me provoquer un Tuncer des eaux, mais finalement je trouve, t'as raison, ils l'ont mis dans son... on l'a laissé dans sa zone de confort, on l'a laissé prendre feu. On lui a pas mis un taquet à un moment donné, on n'a pas mis un mec en mission. Et quand on l'a fait, il a commencé à envoyer des parpaings et il a commencé à déjouer. Mais on le fait très tard encore une fois. On a attendu que ça crispasse naturellement. On a beaucoup de mal à éteindre les incendies, les débuts d'incendie. On a beaucoup de mal et ça aussi ça me pose un problème. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans ce temps faible incroyable? Est-ce qu'on n'aurait pas pu remettre Andrew défendre sur lui? J'en sais rien, faire quelque chose. Andrew c'est le premier qui me vient, ou remettre Terry Tarpey à un moment donné. Ou Chelsea, on a le matos pour. On a le matos parce qu'à un moment donné, le problème quand les Turcs reviennent, il est ciblé. C'est Tuncer, c'est personne d'autre, c'est lui. Et c'est pas sur des systèmes très bien léchés, c'est balle, 3-4 dribbles, bugne, boum, je mets des tirs. Il y en a un qui met là à 9 mètres en tête de raquette sur un écran où nous quand on joue les uns contre les autres, il faut qu'il y en ait un des deux qui sorte, tu vois, soit le défenseur du poseur de pique, soit le gars qui défend dessus, mais il est là, il se balade, hop, il met un tir, il a pas mis une filoche, une vraie filoche, il a mis que des... Mais ça correspond à ce moment-là où rien ne va en équipe de France, où tout le monde baisse la tête et on en oublie même nos principes défensifs. Et ça c'est pas possible. Et c'est ce que dit Evan dans le vestiaire, on peut pas se permettre d'avoir des trous d'air comme ça. Il faut vraiment corriger. On parlera des trous d'air et de ce qu'on peut peut-être faire en termes d'ajustement lors du prochain match. On en parle dans 2 minutes. Le dernier flop, c'est donc le banc. Alors on pensait surtout à Eli qui passe dans ce match, malheureusement, j'ai envie de te dire comme un fantôme. Il a un tir corner, ça fait gamelle. Alors, est-ce qu'on doit cibler vraiment le banc ou est-ce qu'on doit cibler Eli Okobo là-dessus? Parce que sur le banc, finalement, il y a Amat Mbaye qui a fait son match, il y a Timothée Luaou-Cabarrot qui a fait son match, qui a beaucoup joué par rapport à Terry Tarpey. Ouais, après il y a... les grands n'ont pas été bons derrière Rudy. Alors Vincent fait une bonne première, on le revoit pas en deuxième. Là aussi, choix fort de Vincent. Hurtel sort du banc aussi. Hurtel sort du banc, mais il a un rôle de starter, donc c'est un peu compliqué. Non, après, à un moment donné, oui, le banc, c'est peut-être un peu sévère, surtout qu'en première mi-temps, il est plutôt bon. Mais c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, dans le trou d'air, quand à un moment donné, on a un trou d'air et que Vincent lance les joueurs du banc, il n'y a aucun changement. Et c'est dur de trouver parfois des solutions du banc. Donc on sait qu'Eli a une responsabilité sur la création. Et aujourd'hui, il est quand même très dur. Je le vois quand même aller s'empaler 2-3 fois sur des contre-attaques dans des moments où il faut mettre la balle sous la main et que c'est lui qui joue meneur. Ça n'a pas été un match simple pour le Monégasque. Avant de parler des ajustements, j'aimerais qu'on parle vite fait de l'équipe turque. On vient de parler de Tuncer à l'instant. Il y a quand même des joueurs hyper référencés. On a parlé du duel des grands. Sartak Sanli a été le pivot qui a fini ce match avant de sortir pour 5 fautes. Sengun finalement a peu joué. On l'a vu beaucoup en première mi-temps. Il a fait des choses. Et en deuxième mi-temps, il était complètement benché. Est-ce que tu as compris ce choix par le coach? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors après, ils ont vécu sur de l'adresse extérieure. Hein. En première mi-temps, on voit mettre pas. On a mis 2 d'ailleurs. Et en deuxième mi-temps, il ne vit qu'avec des joueurs extérieurs. Donc c'est vrai que Sengun peut en mettre, mais c'est pas un shooter exclusif. Il a besoin d'avoir la balle, de faire plein de choses. Il a quasiment joué avec 5 en fer à cheval. Et pour le coup, Sengun s'inscrivait peut-être pas là-dedans. C'est la seule explication que je peux avoir. Il est sur la dernière action, Sengun, mais c'est vrai qu'on le voit pas. Il se prive du pivot des Rockets en deuxième mi-temps. Tant mieux pour nous, j'ai l'impression. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix pour lui. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe turque, pour clôturer ce match
match est passé à la suite, c'est que l'adresse dont ils ont fait preuve dans cette deuxième mi-temps a été extraordinaire. Et on sait combien normalement l'adresse ne peut pas durer un match. Bon, le problème c'est que c'est arrivé dans la deuxième mi-temps et que, voire à 2 minutes de la mi-temps, parce que les 2 dernières minutes ils ont commencé à mettre dedans. C'est Osman en met un aussi dans le rythme. Ils sont revenus par le 3 points, mais ils sont morts aussi par le 3 points. Ils n'ont fait que ça, j'ai l'impression. Ah oui, mais je pense qu'ils avaient que ça. Pas le choix. Honnêtement, la Turquie, bravo, très bien, mais ils font pas un super match, c'est pas une équipe qui joue très bien au basket. Ils ont eu une crise et on n'a pas su à un moment donné aussi tuer le match. Je rappelle, en première temps, on doit rentrer, on doit mener de 15 points. Ils doivent avoir beaucoup plus mal à la tête que se dire oh on est nul, mais on est qu'à 7 points, parce qu'en première temps ils sont nuls. Et derrière, ils ne proposent pas grand-chose. C'est une équipe qui défend pas un cachou. On n'a pas su leur faire mal aussi. Donc moi, on s'en sort très bien, tant mieux. Mais voilà. Le top, c'est la gagne. Du coup, la gagne nous permet d'aller en quart de finale. Ce sera mardi ou mercredi. On n'a pas encore l'horaire, on n'a pas non plus l'adversaire, puisque demain, il y aura ce Serbie-Italie demain soir. Si tu devais te projeter un petit peu sur ce qui va se passer en quart de finale, quels ajustements tu ferais dans le 5 majeur, en termes de temps de jeu? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? C'est compliqué parce que chaque match est une vérité différente. Ça, c'est clair. Chaque match est une vérité différente et on le voit bien. Gershon a été le meilleur Français, le plus en tout cas le plus régulier sur les phases de poule. Et aujourd'hui, Vincent fait un choix fort de le bencher pour mettre Amatemba qui mettait plus un pied devant l'autre depuis 3 semaines. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut essayer des choses peut-être sur la première mi-temps, sur le premier quart-temps, mais il va falloir avoir des certitudes. Que si rentrer dans un match, dans le futur quart de finale, et que même si c'est 2 minutes, 3 minutes, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous d'air, des prestations comme certains joueurs ont eu. Et là, il faut que chacun se responsabilise. Donc il ne faut pas que Vincent ait peur sur le quart de finale, mais je pense que c'est ce qu'il va faire, de réduire la rotation s'il faut. Aujourd'hui, on ne peut plus... Il y a des mecs aujourd'hui qui sont rentrés sur le terrain, qui ont fait trop de mal à l'équipe. C'est dur de dire ça parce que c'est un sport co, mais par moment, quand on est à l'envers, on peut faire mal à son équipe, on s'en sort bien aujourd'hui. On va avoir besoin de tout le monde. On sera dans un rôle d'outsider. Face à la Serbie, on imagine que la Serbie, pour moi, va passer. Mais peut-être que sur l'outsider, nous conviendra mieux aussi. Je crois que ça peut changer beaucoup de choses dans la tête. C'est bien que tu finisses là-dessus, parce que l'équipe de France, on sait, on le répète à toutes les compétitions, avant tous les matchs, combien cette équipe de France aime être outsider et devoir aller croquer Goliath. Là, l'adversité va être tout autre si c'est la Serbie qui passe. On connaît les qualités de cette équipe collectivement extraordinaire. Nikola Jokic, le duel Jokic-Rudy Gobert va être fantastique. C'est exactement dans ce type de match-là que l'équipe de France performe. C'est aussi ça, et je parle de collectivement. Evan Fournier ne fera pas un deuxième match comme ça contre la Serbie. Donc voilà, il y a aussi des motifs d'espoir et une confiance à retrouver. Ils sont tellement capables de sortir le meilleur match de l'Euro. On l'a dit contre la Slovénie, on a perdu. Le meilleur match de l'Euro, bah voilà, ce sera mardi ou mercredi. Ce qu'il faut se dire pour terminer, c'est qu'on est encore en vie, on est encore dans cette compétition et on est en lice pour être encore champion d'Europe. Alors oui, ça peut paraître très optimiste, mais tant qu'on est en vie, il y a des choses à faire. Cette équipe-là, c'est une équipe atypique, avec un parcours certes atypique, mais on est encore en vie. Donc faut prendre. Et ce quart de finale-là, si c'est la Serbie, on sera outsider. Et peut-être que cette fois, avec ce statut-là, qu'on n'a quasiment pas eu de l'Euro, peut-être que ça va changer un peu les choses. Et voilà, donc on a hâte d'y être. Et on a hâte de voir aussi la réponse, le retour, la réaction d'Evan Fournier. On sait très bien qu'il enchaîne rarement de mauvais matchs. Mardi ou mercredi, dès qu'on aura l'info, on pourra vous les donner. Je voulais quand même avoir... un dernier petit mot, Erwan, sur ce qu'on vient de voir. Un très bon match de la Belgique face à la Slovénie. On a surtout vu encore un Luka Doncic extraordinaire. Il met pour la 3e fois consécutivement 30 points dans un match de 7 euros. C'est un record depuis Nick Galis à 30 ans. Il est incroyable de le voir jouer comme ça, d'une facilité. On a vraiment l'impression que c'est les pros qui viennent jouer, nos potes pros qui viennent jouer avec nous à la Hoops Factory, quoi. Et pas dans un match officiel. Voilà, il se balade, il est facile. Alors après, sur la durée, les Belges ont fait un bon match. Les Slovènes ne veulent vraiment pas défendre. Ils sont que sur un basket d'attaque. Mais il n'empêche que l'impression que laisse ce mec-là, c'est du jamais vu, quoi. Les 3 premières minutes, Erwan, où il met 3 filoches à 3 points, là, à 8 mètres. C'est un gourou, quoi. Avec son équipe, tout le monde lui parle, tout le monde attend, demande qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Même le coach, c'est lui le boss de l'équipe au sens très large du terme. On a assisté à une scène à un moment donné où Luka a joué, je sais pas, 3, 4, 5, 6 actions consécutives pour lui sans faire de passe. Alors il y a des paniers, il y a des ratés, il y a des bonnes défenses de la Belgique, où il a toujours son impact sur le jeu. Mais il y a cette action où Prepelic prend un écran pour descendre, un écran pour remonter, passe de Luka, tire. Derrière, c'est Prepelic qui marque. Donc en général, quand le mec marque, tout le monde va vers lui et tout. Prepelic, il attend, parce qu'il y a le temps mort de la Belgique derrière, ils font un écart. Et Prepelic attend Luka pour lui faire un câlin, pour lui dire merci pour cette passe. Un moment incroyable, mais un câlin de fin de match, j'ai envie de te dire. Et
Et pendant le match, j'étais en train de me dire, mais j'ai fait une petite théorie, j'ai la sensation que ce pays, cette équipe, cette sélection sont vraiment derrière lui pour qu'il marque l'histoire. Ils ont la même impression que nous, le gars est un joueur déjà légendaire à 23 ans, mais tout le monde le pousse à performer, à mettre 30 points par match. Parce qu'il croque de ouf, on peut le dire, hein, sans que ça pose problème. Et tu m'as fait une réflexion tout à fait juste pendant le match, c'est est-ce que en jouant ce basket-là, tu peux être champion d'Europe? Lui, il sera très fort, lui, il fera des stats incroyables. Maintenant, le but, c'est aussi de conserver ce titre de champion d'Europe. Et tu me disais à un moment donné, ils pourraient quand même sur les séquences aller chercher d'autres mondes. Prepelic, Dragic. Par moment, pendant 5-6 attaques, Mike Toby sur du pick and pop, il touche vraiment pas la balle. Donc faudra voir dans des futures confrontations face à la Grèce, sur un quart, un demi à la Serbie. C'est nos tableaux, n'oublie pas. Si on bat la Serbie, ça peut être la Slovénie en demi. Voilà, donc à voir, mais en tout cas, oui, voir Doncic, c'est quand même une chance incroyable. Merci la FIBA. Merci la FIBA. Demain, on se retrouvera pour la suite du programme. On pourra voir donc Nikola Jokic en vrai une nouvelle fois. On l'a déjà vu il n'y a pas si longtemps, c'était en NBA pour un Lakers Nuggets. On verra aussi Giannis en fonction de sa cheville. On espère qu'il jouera. Je n'ai pas trop de crainte, mais de tous les gens qui étaient à Milan pour mater le groupe de Giannis, tout le monde a dit combien il était extraordinaire, surhumain, monstrueux, et on a hâte de le voir. On l'avait vu aussi à Paris, c'était en 2020, en janvier 2020 à Bercy. Bah, écoute, on va découvrir maintenant le nouveau Giannis parce qu'il a progressé. C'était un plaisir d'en parler, Erwan. Ouais, génial, ce petit setup, bravo à Paulo, bravo à Jérémy, on se régale. La prochaine vidéo, on essaiera de la faire dans la salle cette fois-ci, mais on voulait vous la faire un peu dehors comme ça pour que vous ayez l'ambiance de voir tous les supporters de chaque pays et devant cette magnifique salle qu'est la Mercedes-Benz Arena. Merci à tous les Français qui sont venus nous voir. On discute volontiers avec tout le monde. Alors regarde, les Français sont là, regarde les Français comme ils sont là. Ils sont beaux. Là, nos gars, ils sont là. Mais on est là, un petit peu, j'ai l'impression que j'ai suscité beaucoup d'antipathie à côté de moi, mais l'important c'est les 3 points. Ah non, pardon, c'est le point d'écart. Parfait. Merci à toi. Toi aussi, tu étais dans le COP turc alors, parce qu'ils étaient partout dans la salle. Les amis, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch en direct rapidement. Et puis voilà, nous, on va aller se reposer un petit peu et on va suivre le match de l'Allemagne et ce soir l'Espagne contre la Lituanie, le gros 8e de finale. Merci à tous. Vamos Lituania.